BFM Bourse, l'écho du monde. Les États-Unis où on a des indicateurs intéressants aujourd'hui, notamment à l'instant, les inscriptions hebdomadaires au chômage. François Cabot nous rejoint pour Groupe AXA. Bonjour François. Bonjour Guillaume. La question effectivement aux États-Unis, c'est de savoir si le ralentissement du marché de l'emploi se poursuit ou pas. Que nous disent les inscriptions hebdomadaires qui ont été publiées aujourd'hui ? Alors effectivement, une diminution des nombres de demandeurs d'emploi qui vient corroborer un des messages plus positifs du rapport sur l'emploi de décembre qu'on a eu la semaine dernière et qui montrait d'ailleurs une baisse du taux de chômage. Donc ce rapport sur l'emploi était relativement mitigé, ce n'était pas que des signaux positifs, mais là en l'occurrence, la baisse du taux de chômage qu'on a vu la semaine dernière pour le mois de décembre vient être corroborée avec les données de début d'année avec des baisses de nombre de demandeurs d'emploi. Oui, alors ce marché, on va continuer d'en parler, on verra ce qu'on fait la fête, bien évidemment. Qui succédera à Jérôme Powell ? Il se trouve que Donald Trump aujourd'hui reçoit Rick Rieder, qui est le directeur des investissements obligataires de BlackRock. Rick Rieder qui vient se positionner parmi les favoris pour succéder à Jérôme Powell. Mais la question de l'indépendance est pleine, elle est même en train, cette question, de se renforcer. Ça devient un sujet central depuis la vidéo de Jérôme Powell en début de semaine. Alors du coup, on s'est dit, comme la question de l'indépendance devient centrale, le dollar va fléchir, l'encre va se désancrer. Ça n'a pas été le cas, le dollar a plutôt tenu depuis le début de la semaine. Comment vous l'expliquez ça ? Alors, on a eu effectivement un blocage au niveau des sénateurs républicains qui a marqué la journée le lundi. Et dès lors, on a eu sur la paire euro-dollar, on a eu un rebond de l'euro qui est remonté jusqu'à 1,17. Par contre, effectivement, depuis, on a quand même un dollar qui a baissé. On traite aujourd'hui autour de 1,16. Donc, malgré tout, il y a eu une baisse significative de dollar sur la nouvelle. Mais depuis, effectivement, la devise reste... s'affaiblit très clairement sur les 3 sessions qu'on a eues depuis. Donc c'est pas énorme, mais malgré tout, il y a quand même une baisse de dollar sur cette paire-là. Bon, nous, du côté européen, on a eu la croissance allemande au 4e trimestre. C'est quand même pas spectaculaire. On voit qu'on a un chiffre positif, mais enfin de très très peu. Quel est votre sentiment à ce sujet ? Alors oui, effectivement, le PIB allemand qui a cru de 0,2 sur le trimestre, donc au 4e trimestre, que je pense est un peu faible au niveau des chiffres des productions industrielles qu'on a eu la semaine dernière. Je suis pas sûr que l'ensemble de la surprise à la hausse et du momentum qu'on voit tout à la fois dans la production industrielle et également dans les commandes qu'on a eu pour le mois de novembre la semaine dernière est complètement intégré dans ce chiffre-là. Donc je pense qu'un chiffre qui tourne plutôt de 0,3, 0,4 me paraît plus réaliste dans l'estimation qui restera préliminaire d'ailleurs du PIB allemand qu'on aura d'ici à la fin du mois. Oui, enfin là on est en train de se battre pour la virgule. On entend aujourd'hui ce chiffre de la croissance allemande de plus 0,2. Vous dites que ce sera peut-être plutôt plus 0,3, plus 0,4 l'an dernier. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très lent quand même. C'est très. L'Europe avance à la vitesse d'une tortue au sprint, quoi. Il y a quelque chose de ça. Est-ce que vous pensez que le plan d'infrastructure allemand, le plan d'investissement dans la défense va radicalement changer les choses dès cette année ou plus tard ? Alors je pense qu'effectivement ça va changer les choses dès cette année. On reste plutôt conservateur sur la croissance allemande cette année avec une croissance prévue de 0,7%. Mais il faut se rappeler que l'Allemagne, si vous mettez le PIB baissant en 2019, il n'a pas cru depuis 6 ans. Donc il y a quand même une amélioration notable. C'est plus conservateur que ce qu'a le gouvernement qui lui a une prévision à 1%. Mais il faut se rappeler que c'est un grand plan, comme vous le rappelez d'ailleurs, d'investissement allemand sur plus de 10 ans, 12 ans en ce qui concerne l'infrastructure. Donc là, il y a vraiment un effet de décollage qui pour nous va prendre un peu de temps, notamment qui va se matérialiser cette année, donc une prévision plutôt conservatrice. Mais par contre, continuer à accélérer avec une prévision de croissance sur l'Allemagne avec 1,3 l'année prochaine. Donc ça va mettre un peu de temps à balayer la grande modération et la quasi-stagnation depuis 6 ans, mais il n'empêche que on commence à voir, notamment dans les commandes qu'on a eues pour le mois de novembre que j'évoquais tout à l'heure, des éléments qui portent à croire qu'on va finir par voir la croissance allemande repartir. D'après vous, François, quel facteur surprenant mais réaliste, donc vous scénarisez avec vos experts, quel facteur surprenant pourrait booster davantage qu'attendu la croissance européenne cette année ? Alors je crois que c'est effectivement cet élément-là, je vais le reprendre parce que on est notamment plus conservateur que le marché. Donc si je dois benchmarker mes attentes par rapport à un scénario qui est plus optimiste, je pense qu'effectivement la mise en musique de ce plan infrastructure et défense allemand, mais également européen, avec tout un tas de synergies qui peut se passer avec des effets de contagion positifs en l'occurrence pour l'économie européenne. Je pense que c'est un des éléments qui sera à monitorer pour voir si on peut effectivement surprendre notre prévision de croissance à 1,1 cette année.
On rappelle Emmanuel Macron qui a secoué tout à l'heure l'industrie de la défense pour que la production d'armes et de matériel accélère. Si nous étions en guerre, a dit tout à l'heure Emmanuel Macron, si nous étions en guerre, j'ose espérer que nous ne produirions pas ainsi. On ne nous attend pas, on est en train de se faire sortir du marché. Alors là, vous nous livriez ce scénario qui pourrait davantage booster la croissance qu'attendue en zone euro. Est-ce qu'il y a un autre scénario que vous modélisez qui pourrait au contraire décevoir cette année pour la croissance européenne ? Alors, je crois qu'on n'a pas besoin de remonter très loin dans le tout début de cette année pour se faire peur si on le souhaite. Très clairement, la géopolitique a pris un tournant tout à fait surprenant dès le tout début de cette année et très clairement, on n'est pas au bout de nos surprises. Donc là-dessus, un des éléments clés qu'on regarde depuis de nombreuses années, ça reste quand même le taux d'épargne des Français, mais aussi de l'ensemble des ménages européens et de l'aspect conservateur des entreprises européennes en termes d'investissement. Donc jusque-là, ça s'est plutôt bien comporté. On commence à voir un retournement du comportement d'épargne plutôt vers la baisse, donc une normalisation. Maintenant, la crainte, c'est qu'effectivement, cette géopolitique qui devient extrêmement délicate et plutôt incertaine et qui donne des regains d'incertitude, pousse finalement les entreprises et les ménages à maintenir, voire à augmenter ce comportement prudent vis-à-vis de leur portefeuille. Avec en plus en France un manque de visibilité lié à la situation politique. Il y a eu un sondage réalisé, une enquête auprès des petites entreprises. 20% des petits entrepreneurs se disent prêts à mettre la clé sous la porte d'ici l'été, pas parce que leur entreprise va mal, mais parce qu'ils n'en peuvent plus de la réglementation et c'est vrai, des difficultés à ouvrir de nouvelles portes dans un contexte réglementaire et économique aussi sans grande visibilité. La France a perdu ces dernières années du PIB par habitant. D'ailleurs, le PIB par habitant français devrait cette année passer sous celui d'Italie et d'ici 5 ans sous celui de la Pologne. Chronique d'un déclin documenté, annoncé depuis longtemps, assumé manifestement par les politiques et donc ce déclin inéluctable de la France d'après vous, François ? Alors, déclin somme toute relatif, parce qu'effectivement, nous, dans nos prévisions, on voit effectivement une économie européenne qui se porte de mieux en mieux sur l'ensemble de l'année 26-27, et par contre une France qui reste avec un taux de croissance semblable à ce qu'on a vu, ce qu'on va voir cette année, donc ça veut dire qui tourne entre 0,8 et 1%. Alors qu'on voit dans l'ensemble des autres pays européens plutôt une amélioration tirée par l'Allemagne, tirée par l'Espagne. Et ce qui nous pend au nez quelque part, c'est plutôt rater le train de cette croissance améliorée et de ce regain d'activité. Mais par contre, c'est là où on peut se réjouir quelque part de la résilience de l'économie française avec cette incertitude politique et de politique économique depuis 1 an, et que finalement on arrive malgré tout à garder une croissance qui tient relativement bien la route malgré une incertitude historique. Il faut quand même se le rappeler. Oui, les agents économiques français sont des héros là, face au vent contraire, au manque de visibilité. On se demandait il y a un instant qu'est-ce qui pourrait surprendre les marchés, peut-être venir perturber les prévisions de croissance cette année en zone euro. La BCE, est-ce que ça fait partie des agents potentiellement perturbateurs ? Si la BCE, par exemple, cette année ne baissait pas du tout ses taux, est-ce que ça perturberait un petit peu les perspectives et aussi les marchés, ou c'est déjà dans les modèles ? Non, je pense que effectivement c'est dans les prix. Vous voyez que les anticipations des investisseurs sont pour un statu quo à 2% pour au moins cette année, voire le début de l'année prochaine. Et c'est effectivement également notre conviction que la BCE n'aura pas de raison certainement pas de baisser les taux, avec certes une inflation qui va être un tout petit peu en dessous de la cible à 2%, qui tourne autour d'un 8%, mais vous avez une inflation sous-jacente qui reste au-dessus de 2%, vous avez une croissance qui repart, un marché du travail qui va également se retendre à la suite de cette croissance qui s'améliore. Donc vraiment aucune bonne raison, sauf nouveau choc évidemment, pour la BCE de baisser les taux cette année. Merci beaucoup François de nous avoir accompagné les grandes perspectives européennes. François Cabot, justement, économiste senior sur l'Europe pour Groupe AXA. Merci François.